On dit que les méthaniseurs utilisent des déchets verts des bouts des villes, donc ça c'est très très bien, c'est positif. Par contre, moi en tant qu'agriculteur, je peux témoigner qu'en réalité, ceux qui ont mis en place des méthaniseurs mettent des cultures, donc de l'ensilage d'herbe, de l'ensilage de maïs, des cultures intermédiaires. Quand il y a de la sécheresse, ces cultures intermédiaires ne poussent pas, donc ils vont mettre de l'ensilage de blé. Et donc, ça vient en concurrence directe de l'alimentation humaine. Et moi qui suis éleveur bovin, demain, je ne pense que je ne pourrai plus acheter de la paille. Donc, ça menace notre activité. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, quand l'intervenant dit les productions de gaz à effet de serre sont faibles. Alors, malheureusement, on déstocke le carbone du sol. Donc, dès qu'on déstocke du carbone du sol, on brûle la matière organique, on produit effectivement du méthane. Mais la combustion du méthane, ça produit du gaz carbonique, du CO2. Donc, au lieu de stocker du carbone dans les végétaux, on le déstocke du sol pour brûler la matière organique du sol. Et là, on a un impact gaz à effet de serre très négatif. Troisièmement, donc c'est l'incidence sur la fertilité du sol. On brûle la matière organique du sol. Et la fertilité du sol, c'est lié directement au taux de matière organique. Donc, on est en train d'appauvrir de nos sols, comme on a fait dans le bassin parisien en faisant culture sur culture. Donc là, le taux de matière organique est descendu à des taux inférieurs à 1,6, alors que nous, dans notre bocage normand, on a des sols très pauvres, mais qu'on a réussi à maintenir riches grâce au fumier. Et là, je vois des voisins qui font des méthaniseurs, ils n'auront plus de fumier pour enrichir leur sol. Voilà, merci. Merci Jean-Luc, c'était très complet en tout cas comme question. Et on a beaucoup de messages sur justement ce dont il parlait au départ, Jean-Luc, sur les cultures qui sont finalement faites exprès pour les méthaniseurs. Roselyne, par exemple, nous parle du maïs. Elle dit c'est une aberration et ça provoque en plus une inflation des prix du maïs localement. Lionel Ranjard. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce qu'on parlait de la sortie qui était le digesta et de son impact, ce qui est un peu l'objectif de notre groupe de réflexion. Mais c'est vrai que il faut nourrir les méthaniseurs et que pour être efficace, un méthaniseur, il doit toujours être plein. Et donc, il faut le nourrir avec des matières végétales, des matières animales. Et donc, on voit une orientation des pratiques et des modes de production vers des cultures spécifiquement dédiées. Alors il y a un pourcentage maximum qu'on peut dédier aux méthaniseurs, donc on est plafonné. D'un point de vue écologique, il faut quand même dire que ça va quand même inciter les agriculteurs à toujours couvrir leur sol. Et d'un point de vue biologie du sol, ce sont des sols couverts qui sont des sols riches et diversifiés. Après, il faut pas changer l'objectif de l'agriculture qui est de nourrir les populations humaines et non pas nourrir les méthaniseurs. Il faut pas qu'on retombe dans une agriculture intensive pour nourrir les méthaniseurs parce que ils seront intéressants d'un point de vue production d'énergie. Alors, complément de réponse pour Jean-Luc sur le bilan CO2 de la méthanisation. Alors, si on prend le bilan CO2 de la méthanisation en termes de processus, il est pas mauvais. Après, il y a des simulations sur est-ce qu'on va stocker de la matière organique et du carbone dans les sols avec les digestats en comparaison d'autres amendements organiques comme les fumiers, les composts, etc. Alors, j'ai vu des simulations parce qu'on a encore peu de recul réel, mais on a des simulations. Les simulations disent que la réponse est un peu moins. C'est-à-dire qu'on aurait un peu moins de stockage de carbone si on utilise des digestats. Alors encore une fois, il y a une grande diversité de digestats et de typicité de matière organique, donc on peut avoir une grande incertitude sur ces simulations-là, mais c'est un peu moins efficace que les amendements classiques que l'on a aujourd'hui en agriculture. Question de Bruno par mail, les fuites de biométhane sont mal maîtrisées, les installations peu contrôlées. Est-ce que c'est vrai ? Alors je rappelle que je suis un spécialiste du sol et pas des méthaniseurs. En fait, il y a des méthaniseurs. Par rapport aux témoignages que l'on a des agriculteurs qui travaillent avec nous, il y a des méthaniseurs qui sont bien montés, qui sont bien conçus et qui sont assez étanches. Et puis il y a des méthaniseurs qui sont un peu moins bien conçus, un peu plus bâclés, avec une démarche qualité un peu moindre. Ça, c'est vrai pour tout ce que l'on fait. Et donc, certains auront des fuites et puis d'autres seront un peu plus vertueux. Allez, on accueille Julien au standard de l'émission. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. On écoute votre question, Julien. Alors moi, j'ai une question, tout simplement. Qu'est-ce que vous comptez faire contre les dérives de la méthanisation qui devient industrielle aujourd'hui ? Effectivement, le procédé de méthanisation est à la base un procédé qui est là pour faire de l'énergie, qui est là pour apporter un revenu supplémentaire aux agriculteurs, sauf qu'on est obligé de se rendre compte aujourd'hui que malheureusement, Engie et d'autres industriels de l'énergie sont en train de transformer les campagnes, sont en train d'installer des méthaniseurs à côté des habitations, sont en train de faire venir des intrants de plus de 50 km, les intrants étant composés de déchets industriels, de déchets d'abattoirs. Comment pouvez-vous faire accepter aux populations rurales que la transition énergétique se fasse sur leur dos et non pas avec eux ?
Lionel Ranjard, question directe de Julien. Merci à vous de l'avoir posé. Oui, alors encore une fois, je porte pas la méthanisation. Hein. Moi, non, mais il faut pas botter en touche. Là, il faut lui répondre. Hein. Non, mais je vais lui répondre. Moi, j'anime un groupe de réflexion qui est là pour rationaliser, objectiver l'utilisation des digestats dans une agriculture qui se veut durable. Donc voilà les objectifs. C'est exactement ce que nous dit Julien. Donc en fait, pour nous, c'est aujourd'hui pas de référence. On n'a pas de connaissances sur l'impact de ces digestats autre que d'un point de vue agronomique, sur notamment la biodiversité, tout ce qui va faire la durabilité de l'agriculture de demain, et ce que demandent les consommateurs aussi et les riverains. Et donc nous, à très court terme, c'est de produire des références sur l'impact de ces digestats sur cette biodiversité. Ouais. Si on découvre qu'ils sont négatifs pour la biodiversité, on le communiquera. On est indépendant. On est. Mais c'est ce que laisse déjà entendre notre auditeur finalement. C'est le manque de durabilité au fond du écoutez, moi, le manque de durabilité, je le vois d'un point de vue biodiversité. Si vraiment on altère la biodiversité, et il y a sûrement des types de digestats qui le font, parce qu'on a déjà quelques petites démonstrations, et on communiquera autour de ça. Après, quel impact ça aura sur les politiques publiques Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une recherche qui est menée en ce moment. Exactement, encore autour. Hein, mais qui, sur la méthanisation en elle-même et sur son côté, le processus de méthanisation, on a des équipes de pointe en France, à l'IRSTEA d'Antony et à l'INRA de Narbonne, qui travaillent encore, parce qu'on connaît encore mal le consortium bactérien qui fait cette méthanisation dans le méthaniseur, et on peut encore l'optimiser, et en production de méthane, et aussi en qualité de digestat à produire. Et on pourra sûrement mieux les piloter dans les années à venir par rapport à cette accumulation de connaissances aussi. Alors, témoignage de Paul sur un sujet que vous avez rapidement abordé tout à l'heure. J'habite à 1 km à vol d'oiseau d'une unité de méthanisation. Eh bien, ça pue, pas tous les jours, mais au moins 40 à 50% du temps. C'est violent, et en plus, il y a des quantités de rats attirés par les stocks d'aliments importés, avec des guillemets, dit-il, pour compléter les apports agricoles. Oui, on est typiquement là dans les notions de digestat. Quand ça sent mauvais, ça peut être des dégagements ammoniacaux ou de soufre au moment de la méthanisation, ou quand on entrepose ces fameux digestats qui peuvent avoir ce relargage d'azote ammoniacal qui peut poser problème. Voilà, donc on a aussi dans le Lot ou dans d'autres départements des associations de riverains qui sont contre l'implantation des méthaniseurs. Patrick Diez, est-ce que c'est vraiment rentable d'utiliser de l'eau des terres agricoles nécessitant de l'énergie pour produire de l'énergie ? C'est un peu le monde de l'agriculture qui rencontre le monde de l'énergie, avec des objectifs qui à la base sont quand même différents. Ça veut pas dire qu'on peut pas les associer, il y a sûrement quelque chose d'intelligent à faire. Mais c'est là qu'il faut vraiment étudier le bilan réel. Il faut étudier le bilan réel, il faut pas orienter l'agriculture pour nourrir les méthaniseurs, et il faut que chacun garde ses objectifs. Je vais prendre un terme écologique, il faut que ça soit en symbiose, c'est-à-dire que ça soit du gagnant-gagnant pour l'énergie et pour l'agriculture. Très vite, Christelle nous dit, on a mentionné que la collecte des déchets organiques va devenir obligatoire en 2025. Le consommateur sera-t-il obligé de donner ses déchets? Pour notre part, compost et permaculture, nous transformons déjà nos déchets organiques. Alors, c'est méthanisation versus compostage. On voit qu'il y a plein de compostage qui se développent à petite comme à grande échelle. Et ça, c'est une matière organique que l'on sait intéressante pour l'agriculture, y compris pour la biologie des sols. Ça serait dommage quand même de limiter le compostage au détriment de la méthanisation. Ouais. Donc work in progress quand même. Work in progress, et d'ici, normalement, tout est fait pour que d'ici 18 mois, on ait déjà des éléments de réponse sur l'impact de ces digestats qui viendraient vraiment objectiver tout ça. Mais je suis sûr qu'on aura largement l'occasion d'en parler bien avant. Merci beaucoup Lionel Ranjard d'être venu aujourd'hui dans la Terre au carré. Juste après les infos, le reportage de la semaine proposé par Guy Van Til qui s'est rendu en Alsace pour enquêter sur le GCO, le grand contournement ouest de Strasbourg.